bienvenue à un autre épisode de La Meute. Aujourd'hui, dans notre nouveau format avec 3 panélistes qui resteront avec nous pendant toute l'émission, on parle de culture. Comment doit-on l'utiliser en région et quel est son vrai rôle dans le développement d'une communauté? Aussi, spécialement aujourd'hui, puisqu'on parle de culture pendant toute l'émission, on aura une chronique communautaire à la toute fin de l'épisode, puisque lorsque vous écoutez l'émission sur le web, vous aurez remarqué qu'il y a des publicités et une portion des revenus provenant des publicités ont été utilisés afin de donner un coup de main à 2 organismes communautaires de la région. Je vous souhaite une bonne heure avec La Meute. Cet épisode de La Meute vous est présenté par GLMC, une équipe qui fait la différence dans votre vie. Le Café L'Innocent, le plus bio, le plus local, toujours plus pour notre région. Pour cet épisode de La Meute, on parle de culture. Et pour en discuter, j'ai autour de ces 3 tables, 3 panélistes. Benoît Ouellette, bonjour. Marie-Amélie Dubé, bonjour. Et finalement, Alexandre Villeneuve-Simard, bonjour. Bonjour. Sais-tu, je vais rester avec toi, Alexandre tiens Villeneuve. donc. Notre première question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la culture au Bas-Saint-Laurent? Quel rôle est-ce qu'elle peut jouer, selon toi? Bien, dans le fond, la culture, il y a un rôle intra-milieu, je pense, puis il y a un rôle aussi extra-milieu. Donc, comment la culture peut permettre à Rivière-du-Loup de s'exposer à travers le Québec, mais il y a aussi un rôle intra-milieu au niveau du développement. C'est une création de sentiments d'appartenance aussi. Donc là, ben, après ça, ben, on peut se questionner sur tous les acteurs du milieu, ce qu'ils doivent faire pour utiliser la culture. Donc, je pense permettre aux artistes locaux d'émerger dans l'endroit où ils grandissent. Puis, voilà, c'est ce que je dirais pour débuter. Un peu vague, pour ici, mais aussi pour l'extérieur. Bien, ça peut avoir plusieurs rôles, tu sais. Ben oui, c'est certain, mais peut-être un exemple plus précis. Selon toi, comment est-ce que la culture peut devenir un outil pour la région, supposons? Bien, à mon avis, la culture, c'est vraiment un outil de concertation. Autant avec les entrepreneurs, les organismes, les artistes, les étudiants. Donc, dans un événement, par exemple, un festival, on va aller chercher les forces du milieu scolaire, on va aller chercher les forces entrepreneuriales pour financer, pour être partenaire. On va être en contact également avec les médias. Donc, et les artistes vont pouvoir baigner dans ce milieu-là et tous ensemble vont faire s'élever la création locale. Et je pense que c'est nécessaire en région, la concertation entre tous les divers intervenants qui peuvent intervenir sur la culture parce que c'est un petit milieu, parce qu'il faut unir les forces de chacun, puis parce que plus on est de gens impliqués, plus on réseaute, plus on en parle et plus on a de chances d'attirer un public intéressé à nos événements. La manière dont tu présentes la culture, c'est comme si elle était une part intégrale, mais disons un ingrédient pour la réussite de la concertation sociale. Benoît, as-tu l'impression que la culture peut être un outil pour la culture elle-même ou elle doit toujours prendre part au sein de quelque chose de plus grand? Bien, les deux, c'est sûr que faut que ça prenne, ça prend de toute façon, selon moi, une place plus grande, bon, plus générale. Par exemple, moi, j'étais parti de Rivière-du-Loup quand même un petit bout de temps. Je suis allé étudier ailleurs. Bon, j'ai passé 3 ans à Sherbrooke. Et à un moment donné, on s'est dit, on revient. Et pourquoi on s'est dit qu'on revenait et qu'on avait le goût de revenir? C'est entre autres parce qu'on était allé au Cabaret Kerouac à Rivière-du-Loup, qui est un événement avec de nos amis qui faisaient des prestations devant la scène. Bon, c'était super libre, c'était très, très beau comme événement. Puis on s'est dit, on a le goût de participation, on a le goût, nous autres aussi. Donc, on voyait que nos amis s'impliquaient, faisaient une différence dans leur milieu. On avait le goût de faire ça, nous autres aussi. Donc, on s'est dit, on va revenir puis on va appliquer ce qu'on a appris ailleurs dans notre région, entre autres en s'impliquant culturellement. Donc, c'est un facteur d'attraction dans ce cas-ci. Donc, la culture nous a attirés en région pour revenir en région. Mais aussi, une fois qu'on est ici, on a une expertise dans plein d'autres domaines qu'on peut venir appliquer dans notre communauté. Donc, non seulement on fait une différence sur le point culturel, mais aussi sur la communauté, donc sur plein d'autres... Toi aussi, tu as fait un exode, Marie-Amélie. Est-ce que la scène culturelle de la région
t'a donné envie de partir de Québec et de revenir ici? Est-ce que ça a été, comme pour Benoît, l'argument qu'il a fait, c'est-tu, je pourrais revenir ici? Moi, je suis revenue ici surtout pour les paysages, pour l'horizon, pour le calme, mais c'est en arrivant ici que j'ai été surprise. Je travaillais chez Premier Tech et quand il y a des nouveaux équipiers chez Premier Tech, ils nous invitent toujours à une sortie culturelle. Et on m'a invitée à aller voir So Called à la Maison de la Culture et j'ai été vraiment happée par la qualité de l'offre de spectacle qu'il y avait ici à Rivière-du-Loup. Puis je me suis dit, waouh, quand j'étais plus jeune à Saint-Pascal, je me disais, jamais je viendrai vivre à Rivière-du-Loup. Jamais j'aurais pensé qu'un jour je viendrais vivre à Rivière-du-Loup puis que j'y trouverais mon compte culturellement parlant. Puis pour revenir à ce que Benoît disait tout à l'heure, la culture, c'est un facteur de rétention aussi des familles à Rivière-du-Loup aussi. On a beaucoup d'entrepreneurs que c'est à leur intérêt qu'il y ait beaucoup de spectacles en musique, en théâtre, des créations locales, et que ce soit pas seulement dans les salles institutionnelles, mais que ce soit que tous les intervenants, que ce soit sur la rue La Fontaine ou partout dans la MRC, proposent une offre culturelle aussi, parce que c'est là qu'on crée des liens aussi profonds avec notre population. Parce que la culture, c'est aussi un loisir, tu sais. Puis le loisir, bien, autrement que dans la pratique de la culture, puis au-delà du consommateur culturel, il y a des gens qui mettent la main à la pâte à l'émergence de ces événements-là. Donc, c'est plus qu'un événement, c'est des gens qui se rassemblent, qui travaillent de pair pour avoir quelque chose, mais que ça soit aussi bénéfique pour les gens de la population. Tu sais, c'est comme une chaîne de personnes qui vont s'impliquer parce qu'ils ont envie de voir quelque chose chez eux. Donc... Et très récemment, on va capitaliser un peu sur le fait que tu es une vedette depuis quelques mois à peine. Non, mais je m'en vais quelque part avec ça. Tu as fait un slam qui a été vu plusieurs dizaines de milliers de fois, je crois même plus que 50 000. Lorsque tu as offert des entrevues aux divers journaux, est-ce que tu avais l'impression qu'ils étaient conscients de l'offre culturelle qu'on a ici, qui peut compétitionner, compétitionner jusqu'à une certaine mesure, mais qui est une valeur ajoutée de la région, ou est-ce qu'ils étaient déjà au courant que, Rivière-du-Loup, il se passe des affaires? Bien, la journaliste qui m'a interpellée a travaillé à Ciel à Rivière-du-Loup, mais il y a quelques années. Puis je pense pas qu'elle s'attendait à ce que je vienne d'une région, parce que quand j'ai dit je viens de Rivière-du-Loup, elle a fait « Ah, pour vrai? » Donc... Exactement comme ça, sur cette intonation-là? Ben là, je sais pas. Là, c'est mon côté théâtral qui parle. Mais, tu sais, je me souviens que ça l'a surpris. Ça l'a surpris de savoir que j'étais aussi une étudiante encore en loisirs au cégep. Donc, tout Puis moi, je l'ai poussé. J'ai dit, bien, ça bouge à Rivière-du-Loup. Il y a beaucoup de gens qui font des choses. Il y a des spectacles. Il y a quand même une vie culturelle, tu sais. Puis moi, j'ai un petit peu dans le même bateau que Marie-Amélie puis Benoît. Je viens de Charlevoix, puis je suis ancrée ici parce que j'ai pas l'impression que je pourrais faire autant de choses par chez nous. C'est plate, mais c'est encore à bâtir, tu sais, alors qu'ici, c'est en train de bouillir, tu sais. Il y a encore du travail à faire, là. Je dirais pas qu'on est vraiment bien assis puis que la culture va super bien en région, mais il y a une émergence qui, je pense, est là depuis quelques années. Puis, si tu me permettrais, ici au Bas-Saint-Laurent, on est la première région du Québec à avoir eu des ententes régionales en culture. Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent existe depuis 40 ans et on a été innovateurs, on a été les premiers à proposer d'investir des montants pour soutenir le développement culturel. Donc, le développement régional, la culture est aussi un moteur de développement régional au Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup également. On dit que 1 $ dans une étude récemment produite par le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, 1 $ investi en culture équivaut à 9 $ en retombées économiques. Donc, c'est pas à négliger, à mon avis. Mais là, on a mentionné le point particulier en supposant, en disant que l'offre culturelle pourrait intéresser monsieur, madame, tout le monde à faire de la région, notre région, un lieu pour créer une famille ou un lieu pour venir s'installer. Mais pour les travailleurs du milieu, parce qu'en ce moment, je suis entouré de 3 personnes qui travaillent directement dans le milieu, est-ce que la structure est suffisante? Est-ce qu'on a les outils pour pouvoir dire « Je suis un travailleur du milieu culturel, sais-tu quoi? Je vais venir faire carrière ici ou je vais venir faire un bout de chemin ici. » Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Je pense pas.
En tout cas, si je parle pour moi, excuse, tu as dit Non, parler non, à Benoît, mais- oui, non, moi, vas-y. Benoît, mais c'est comme... Tu te sens interpellé. Ouais, je c'est me sens correct. interpellée. Mais, tu sais, je pourrais pas vivre de ça présentement ici, là. Je mangerais mes bas en tabarouette. Oui, mais ça, là. c'est un peu partout au Québec, là. Quand on fait le choix de vivre en culture, c'est certain que le salaire moyen, la situation Entre des est bas si et un difficile. grilled cheese, il y a une différence, tu sais. Je veux dire, non, Tu mais... peux faire un sandwich au bas, c'est un juste milieu. là. Genre, au moins, t'as du pain. Non, C'est mais... Ça goûte quand même le T'abriller fromage. avec un pain. Mais tu peux t'abriller avec un pain, tu sais. Ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a quand même des plus grandes chances du moins s'en sortir un peu en faisant toutes sortes de trucs, en enseignant, en faisant de la mise en scène, admettons, en théâtre, en jouant. Mais tu sais, ici, ça... Puis les budgets sont pas les mêmes non plus, là. Non, Mais- le coût de la vie n'est pas le même, cependant. Absolument. Mais moi, ce que je vois, par contre, ici, c'est qu'il y a quand même des demandes, il y a quand même des besoins. Ouais. Il y en a qui en font de la culture, puis bon, quand tu es nouveau, puis quand tu as une tête, ses épaules, puis tu arrives ici, il y a de la demande, peut-être pas pour travailler temps plein, mais pour être multitâche, justement. Tu sais, on Ouais. peut, oui, aller coordonner un événement, puis en même temps faire de la musique, faire un show, ou tu sais, en Ouais. même temps exposer à la Maison de la Culture. C'est tout ouvert. Donc, si on est travaillant, si on veut vraiment travailler en Ouais. culture, je pense que c'est Il possible. faut être mobile mais aussi, il tu sais. faut créer sa job en tabarouette. Ouais, il Ouais. faut, moi, je veux dire, je le vis au quotidien. Je suis travailleur autonome en culture. Puis j'y arrive en faisant de l'organisation d'événements, en faisant de la mise en scène, en travaillant pour le magazine culturel La Rumeur du Loup, en faisant des contrats à la MRC, à la Ville. Mais c'est un milieu qui est tissé serré. Quand on a un bon réseautage, puis la Ville et la MRC sont quand même des gens qui soutiennent vraiment le développement culturel. Le Cégep de Rivière-du-Loup aussi, avec l'École des métiers du cinéma et de la vidéo, l'École de musique Alain Caron. Il y a vraiment des projets et il y a de la place pour de l'innovation, il y a de la place pour quelqu'un qui veut travailler beaucoup. Oui, il faut travailler beaucoup, on travaille 7 jours sur 7, mais en même temps, quand on est passionné, c'est possible. Mais toi, tu as posé un geste encore plus prononcé que ce que tu viens de mentionner. Tu as entre autres créé ton agence d'artistes. Oui, absolument. Ça, est-ce que c'est venu simplement du fait que naturellement c'est quelque chose que tu faisais déjà un peu par la bande ou est-ce que c'est réellement né d'un manque au sein du marché? Bien, actuellement, il n'y a pas d'agence de spectacle dans le Bas-Saint-Laurent, aucune. Et pour avoir travaillé au sein du Loup de Cambronne, entre autres, on travaille tellement sur des mises en scène, sur des projets qui offrent, qui sont de qualité professionnelle. Et je me dis pourquoi c'est juste à Rivière-du-Loup qu'on peut présenter ce spectacle-là. Donc, mon but, c'était d'assurer que ces œuvres-là puissent circuler partout. Puis aussi, c'est de dire à l'ensemble du Québec que le monopole de la création, c'est pas juste dans les milieux urbains, c'est pas juste à Québec puis à Montréal. Ici, il y a des gens qui reviennent ici, qui veulent créer ici, qui ont des démarches artistiques pertinentes et l'ensemble du Québec, du Canada et du monde Et du monde! mérite Exact. de voir, d'être contaminé par la création locale d'ici. Donc, je me suis dit, ben moi, je donne un coup de pouce à tous mes amis créateurs, puis à ce que je fais aussi. Et comme agente, donc, je représente Mais tu les sais, spectacles. ça me permet, si j'ai Vas-y. envie de compléter, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, tu sais, en ville, on va retrouver des gens qui ont vraiment comme, ce sont des professionnels du milieu, ce sont des comédiens, c'est des musiciens, ils ont étudié en musique, ils ont déjà un réseau de fait. Alors qu'ici, en région, ben c'est du monde, pas nécessairement des professionnels qui le font depuis qu'ils sont tout petits, qui le font par plaisir, puis qui ont envie de se produire plus devant un public. Puis une agence comme ça, ben tout ce qui est au niveau de la paperasse, là, donc administrative, au niveau des contrats, des trucs comme ça, c'est tellement de l'inconnu. En tout cas, je parle pour moi, puis je pense pour beaucoup d'artistes en région, on n'est pas assez dans ce milieu-là, que ça permet vraiment comme de comprendre ces choses-là. Ça enlève un poids, en tout cas, là. Puis je crois que c'est un besoin, pour répondre un peu à ce que tu disais, parce que quand on va dans les événements culturels à Rivière-du-Loup avec la création locale, ça pleut pas, mais il y en a. Il faut les chercher. Mais quand on sort et qu'on voit les artistes qui sont ici en région, on se rend compte que, wow, il y a vraiment du talent. Des gens qu'on n'a jamais entendu parler, qui sortent, qui font des choses absolument incroyables et qui peuvent très bien rivaliser avec quelqu'un de Montréal ou quelqu'un. Tu sais, c'est pas parce qu'on est en région qu'on a moins de talent ou qu'on a moins vu de choses ou on a
sais, pour la plupart d'entre nous, on a quand même vu vraiment beaucoup de choses, plus que ben, du monde qui sont à Montréal. Tu sais, bon, ça ne veut pas dire qu'on est un petit peu plus reculé des grands centres, qu'on a moins vu de choses. Donc, il y a vraiment de la qualité qui se fait ici, sauf que si on veut la faire voir, on n'a pas de diffusion. Ouais. On ne peut pas la diffuser. Donc, la seule façon de la diffuser, c'est « Ah, ben je vais aller à Québec, je vais essayer de rouler ma bosse en musique dans un bar, puis essayer un jour de faire quelque chose dans une salle. » Ou si tu as de l'argent, tu sais. Si tu as Ou de si t'as de l'argent, l'argent, tu es tu capable loues une de louer tes salle. salles, ben t'es capable. T'autoproduis. Mais est-ce qu'on parle vraiment juste d'une question de salle, ou est-ce qu'on parle dans ce cas-ci de médias, ou est-ce qu'on parle de couverture médiatique, ou est-ce qu'on parle de vecteurs supplémentaires? C'est quand même pas juste une question d'espace physique là, qui manque là, pour la promouvoir, cette culture-là. Non, absolument. Si on se réfère, mettons, aux créateurs québécois, en cinéma, par exemple, on dirait qu'au Québec, il y a une espèce de syndrome de les Québécois ne sont pas capables de reconnaître leurs artistes. Ils doivent être reconnus à l'extérieur et ensuite vont être reconnus ici. Je pense qu'ici, au Bas-Saint-Laurent, je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à qui que ce soit, mais je pense qu'on a aussi, comme créateurs locaux, peut-être le syndrome du créateur local, qui n'est pas nécessairement professionnel ou parce qu'on est dans un petit milieu, on ne peut pas offrir un projet de qualité alors que ce n'est pas le cas. T'sais. Mais je pense que c'est en faisant circuler des œuvres à l'extérieur, hein, que Courage, que Alexandre, que Lou de Cambronne puisse aller jouer à Québec, à Montréal, à Matane, à Gaspé, dans le KFTB aussi. Il y a plein de compteurs qui sont... Oui. Ah ouais. C'est une façon de faire reconnaître ces artistes-là, leur talent créatif, puis ensuite de ça, ben moi je peux tabler comme agente sur ces expériences-là pour ensuite informer les médias locaux et ils vont embarquer tranquillement pas vite dans le bain de tout ça. Parce qu'il y en a par exemple de beaux exemples en région ici de choses qui fonctionnent, en fait, je pense à la cellule de Slam à Rimouski. C'est une cellule qui est vraiment reconnue à travers le Québec. Ils sont à Rimouski, ils gagnent des concours partout au Québec, puis même ils sortent ils font vraiment du slam et ce sont des bêtes de slam. Là, sont vraiment forts. Jean-Maxime Lévesque, qui a été deuxième au concours de slam à Montréal, au Lion d'Or, en Il est allé en France, ça lui a permis d'aller en France. Il s'en va en Belgique produire, aussi, avec Queenca prochainement. C'est un petit peu l'exemple. Le slam, c'est une initiative qui ne demande pas grand-chose. Donc, on peut faire du slam dans un bar. On part une ligue de slam dans un bar, c'est notre salle de diffusion. Dans le milieu où on est, même si c'est petit, on peut le faire. Donc, c'est un médium qui est le fun pour ça. Puis après ça, bien, avec cette ligue-là, donc une espèce de concertation justement à travers le Québec au complet, mais on peut se rendre dans les grands centres, puis performer, puis aspirer à être plus grand. C'est bien le slam parce qu'en plus, tu n'as pas beaucoup de besoins techniques. Tu peux faire ça dans n'importe quelle salle. Tandis qu'il y a d'autres médiums artistiques comme le théâtre, par exemple, ou la musique qui nécessitent, qui a des besoins techniques, des salles, de matériel. Et ici, ça, c'est une autre problématique qu'on a à Rivière-du-Loup, entre autres, pour les créateurs locaux. On n'a pas nécessairement accès à toutes les salles ou le matériel technique pour la création. Donc, ça peut nous limiter. C'est une contrainte créative. Au niveau des coûts aussi, tu sais, on parlait de concertation au début, tu sais, je pense que ça, dans un milieu, puis je pense que c'est comme ça à travers toutes les régions du Québec, c'est important qu'autant les milieux qui sont plus forts ou qui ont les reins plus solides financièrement, bien, soient aussi conscients qu'il y a des artistes locaux qui travaillent à temps plein dans d'autres choses, puis qui n'ont pas... qui n'en font pas de leur vie, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'investir dans une location de salle pour un spectacle durant 2 semaines, par exemple. Donc, pour revenir au début, tu sais, la concertation locale, à ce moment-là, est primordiale pour permettre à ces artistes émergents-là de se produire dans la propre ville où ils créent. Tu sais, il y a quelque chose de significatif aussi. C'est un tremplin pour eux. Vraiment. Et on en parlera dans la deuxième portion de l'émission. On parlera réellement du rôle que la culture peut jouer. Oui, les arts et la culture, mais quel type de culture doit encadrer la culture et ses arts, ou du moins, on le formulera autrement. Dans un instant, ce sera la nouvelle qu'on a de poignée dans les dents, un autre segment complètement différent. Cet épisode de La Meute vous est présenté par GLMC, une équipe qui fait la différence dans votre vie. Le café L'Innocent, le plus bio, le plus local, toujours plus pour notre région.
Comme à chaque épisode de La Meute, on a un segment qui s'appelle La nouvelle qu'on a de poignée dans les dents. Un moment où on se permet de passer un peu plus de temps sur une nouvelle qui, selon nous, méritait une autre attention médiatique ou tout simplement plus d'attention médiatique. Et on débutera avec Marie-Amélie. Quelle nouvelle as-tu choisie pour cet épisode? Moi, j'avais envie de vous parler de l'abonnement croisé, qui est une initiative des théâtres à Québec. Donc, le Théâtre de la Bordée, Théâtre Périscope, Premier Acte, Les Gros Becs et le Théâtre du Trident. Donc, ils ont permis à la population de se prendre un abonnement, de choisir une pièce dans leur programmation 2015-2016. Et pour les 5 représentations, ça leur coûte seulement 120 $, donc 24 $ par billet. C'est vraiment une belle mesure d'accessibilité. Puis, dans les choix, il y a le Théâtre du Gros-Bec, qui est un théâtre jeune public. Pour 24 $, c'est 2 billets. Ils ont accès à 2 billets. Donc, un parent et un enfant qui peut aller assister à une des créations, une des productions du Théâtre du Gros-Bec. Donc, je trouve que c'est vraiment une magnifique initiative, merci, de concertation, d'accessibilité à la culture, à la création théâtrale. Une belle façon de partager une visibilité commune. Puis je trouve ça super inspirant. Je pense que même ici, à Rivière-du-Loup, ça pourrait peut-être nous inspirer une concertation d'un abonnement de la sorte entre peut-être le Loup de Cambronne, le Centre culturel, Sparage. Je pense aussi aux organismes de création amateurs, théâtre l'école de Françoise Bédard, les Vivaldistes, l'ensemble vocal rythmique, l'école District d'Enza. Ça serait peut-être une belle façon parce que chacun de ces organismes-là fait un spectacle à la fin de l'année et sont toujours en train de vendre des billets. Donc, on pourrait régler ça au début de l'année. On en achète 5, c'est fait, on les encourage tous. Puis, voilà. Il reste juste à choisir. Oui. Et souvent, quand on parle de petits organismes comme ceux-là, des fois, on manque un peu de ressources. Quand vient le temps du marketing, quand vient le temps de la visibilité, quand vient le temps de la vente, quand vient le temps des initiatives en tant que telles. Absolument. Donc, de réunir ces forces-là, ça permet d'attaquer de front le même bassin de consommateurs, puis d'assurer des dollars au niveau dépenses événementielles. Puis à Québec, entre autres, ça a été rendu possible grâce à l'entente culturelle de développement. Bon. Et ici même, c'est possible peut-être de déposer un projet de la sorte dans l'entente culturelle de développement qui va sortir en janvier 2016. Clin d'œil, clin d'œil. Benoît, de ton côté, Mathieu. qu'est-ce que tu as choisi comme nouvelle? Ah, là, moi, il y a une nouvelle que j'ai vue. Non, mais c'est vraiment sérieux comme nouvelle. C'est vraiment sérieux? C'est pas vraiment une nouvelle, c'est un blog, en fait. Ben mon Dieu, Oui, ben, ça commence mais- bien. C'est un blog poigné dans les dents. C'est un blog, quoi. Oui, ben, c'est parce que ça me fait peur. OK. Comme le en fait, bonhomme carnaval. le titre, c'est beau, c'est supposé dire ça. Le titre du blog, c'est « Aujourd'hui, l'île d'Orléans va mal, demain, ce sera le Québec ». Donc, plutôt alarmiste. Hein, comme- Ben, un tout petit peu, comme- hein? Bon, ce que ça dit, ben, c'est quand même préoccupant, puis je pense que c'est pas le premier qui en parle non plus. On parle de l'île d'Orléans, dans ce cas-ci, qui est un village pittoresque, chanté par Félix Leclerc d'une façon absolument magnifique, qui aussi avait des craintes par rapport à son petit coin de pays. Ce qu'on dit, c'est que à l'île d'Orléans, il y a de plus en plus de maisons à vendre, que c'est une population vieillissante. La moyenne d'âge à l'île d'Orléans est de 52 ans. Si, boulet. Ouais, 52 ans. La moyenne d'âge au Québec, 42 ans. C'est quand même aussi... c'est pas très âgé, mais c'est quand même... On n'est pas à 24 ans. Là. Bon. Ce que ça veut dire, ça, c'est Ni que 26. on est près de l'âge de la retraite. Et ce que les gens font, c'est qu'une fois qu'ils sont à la retraite, ben ils ont envie de... les enfants sont partis, ils ont une grande maison à s'occuper, ils ont envie peut-être de vendre pour pouvoir aller vivre dans plus petit, mais Dans aller un faire, condo. c'est ça, aller faire des voyages, profiter de leur retraite. Ce que ça fait, c'est qu'il y a plein de monde qui font ça en même temps et il y a de plus en plus de maisons à vendre qui ne trouvent pas preneur. Donc, on a une région qui est de plus en plus désertée. Et on se demande bien qu'est-ce qu'on va faire avec ça, parce qu'il n'y a pas grand famille non plus qui va s'y établir. Je trouve ça quand même inquiétant pour les régions au Québec aussi. Puis ça m'a fait réagir, surtout parce que j'écoutais Tout le monde en parle, et il y a Denis Coderre, le maire de Montréal, qui disait que l'avenir du Québec est dans les villes, puis c'est dans l'urbanité. Puis j'étais comme, oui, mais faut pas oublier les régions, parce que ça serait vraiment très grave. T'sais, si on est juste à développer les villes puis à investir dans les villes, mais on a quand même un patrimoine incroyable qui se trouve partout au Québec, puis de l'histoire, puis des cultures, puis bon, et il faudrait pas perdre ça. Puis d'ailleurs, l'île d'Orléans, pour moi, c'est comme
un symbole aussi, tu sais. Oui, beaucoup. Bon, Un fleuron. ouais, donc faut pas que ça tombe. Et voilà, ça m'a juste vraiment interpellé, puis j'ai versé des larmes. À ce point-là, ben écoute, Benoît, Non. pleure pas trop. Les 4 autour de la table et Louis-Philippe, qui est en arrière de la caméra, on se cotise, on achète des maisons après l'émission. Parfait. Chacun une maison, on va être équipé, on va être grillé, on va régler le problème. Oui. Ça vous va, ça? Bonne idée, moi je suis Je d'accord. suis Partant. rassuré. Après, peut-être, le problème du marché immobilier au Québec et à l'île d'Orléans. Cette fois-ci, le problème au niveau de l'agriculture, Alexandre, un livre qui vient de sortir qui Ouais. retient ton attention. C'est un livre qui s'appelle Ferme impossible, qui est un livre de Dominique Lamontagne dans les éditions d'Éco-Société. Dans le fond, ce qui déplore dans ce livre-là, c'est que les petites fermes sont en disparition parce qu'il y a vraiment une structure très exigeante pour la production agricole. Donc, quelqu'un qui a envie d'avoir quelques poules, quelques chèvres, de vendre ça, puis qui n'a pas besoin de faire une production pour s'exporter partout à travers le Québec, ça devient de plus en plus difficile parce que les exigences de la MAPAC sont vraiment sévères à ce niveau-là. Donc, ça m'a interpellée parce qu'en fait, c'est juste au Québec que ça se passe. Donc, partout à travers le monde, les gens qui ont envie d'avoir une ferme artisanale puis de faire ça sans C'est moins normé à s'exporter. l'extérieur. Oui, c'est moins normé ou bien du moins les normes sont peut-être ajustées. Je sais pas, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vraiment comme flashé là-dessus puis je trouvais ça plate pour les petites poules. Les poules en tant que Sont telles pas qui viennent te conscientes. chercher, c'est pas les chèvres, c'est pas les vaches, c'est vraiment les les poules poules. puis les cochons. Les poules, OK, les poules et les cochons. Mais quand même, ça Les ornithorynques. Puis ferme L'élevage d'ornithorynque, c'est d'ornithorynque, difficile. c'est bon sans burger. C'est... Bon, prochaine chronique culinaire, on le fera là-dessus. D'ici là, une belle suggestion lecture, parce Oui. que oui, il n'y a pas si longtemps, il y a 100 ans, c'était possible d'avoir des animaux dans la cour en arrière, puis de réussir à les intégrer dans la vie de tous les jours. Ouais. Même avant 100 ans. Ben, même avant 100 ans, il y en a qui disent 105, 110. Mais on n'est pas certain. Il faudra faire une chronique historique en plus de la chronique gastronomique. De mon côté, la nouvelle que j'ai de poignée dans les dents, ben, depuis quelques semaines déjà, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Canada, on entend parler des réfugiés syriens qu'on doit accueillir. D'ailleurs, le gouvernement de Justin Trudeau a dit 25 000 réfugiés syriens et depuis ce temps-là, ça crée beaucoup de remous, beaucoup de discussions sur Facebook, beaucoup de discussions dans la rue, puis dans les cafés, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce fameux problème-là ou ce défi-là, certains diront? Eh bien, c'est une nouvelle qui est parue dans le Placoteux, qui m'a réellement remis le sourire au visage. Parce que le maire de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard, a levé la main pour dire que dans l'éventualité où le Kamouraska pourrait accueillir des réfugiés, bien, il allait le faire. Puis il avait hâte de le faire. Puis ça a été un son de cloche un peu similaire du côté du préfet de la MRC, Yvon Soucy, qui, sous toute réserve, quand même, a dit qu'il faudrait évaluer la situation, mais qu'il était prêt et qu'il travaillait fort à la vulgarisation pour dédramatiser un sujet comme celui-là et de comprendre que, historiquement, le Canada, comme les États-Unis, ont été des pays qui ont accueilli des réfugiés pendant des centaines d'années. Les premiers, en fait, c'est les colons français, il ne faut pas oublier. Avant, quand les Amérindiens nous ont accueillis, on était des réfugiés un peu là, de ce pays français-là. Donc, de voir une petite municipalité comme ça, dans le Kamouraska, qui dit « oui, nous sommes prêts ». Et il y a même un propriétaire de 2 résidences, Serge Boucher, de l'édifice Hélène Lavoie, qui a dit « ben écoutez, moi j'ai un édifice qui est vide, il pourrait servir à ça, entre autres ». Donc, de voir comme ça des personnes qui se serrent les coudes pour donner un coup de main à ces dizaines de milliers de Syriens qui, pour l'instant, vivent dans des conditions tout à fait affreuses, moi, ça m'a fait chaud au cœur. Puis, il y a le Musée de la civilisation, j'ai vu ça sur Facebook tantôt, qui ramasse 25 000 tuques. Oui, donc si vous passez à Québec, allez porter une tuque au Musée de la civilisation pour les Syriens. Donc, Ouais. c'est une excellente idée. Et au moins, ça nous remet le sur le visage après la disparition des propriétés du marché immobilier et des Mais fermes pourquoi on les envoie pas locales. sur l'île d'Orléans, les Syriens? Ben voilà! Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une excellente idée. La meute, source de solutions depuis 2015.
C'est tout le temps qu'on avait pour le segment La nouvelle qu'on a de poignée dans les dents. Et dans quelques instants, après que Marie-Amélie ait fini de rire, on reviendra sur la culture. Cette fois-ci, quel rôle doit-elle jouer, surtout dans notre région? Cet épisode de La Meute vous est présenté par GLMC, une équipe qui fait la différence dans votre vie. Le Café L'Innocent, le plus bio, le plus local, toujours plus pour notre région. Et on revient pour ce segment avec une autre discussion sur la culture, mais cette fois-ci, quel rôle est-ce qu'elle doit jouer? À qu'est-ce que ça sert, certaines personnes diraient. Et je vais commencer avec Benoît, qui avait déjà quand même une idée assez formée du rôle que la culture peut jouer. Bien, un des rôles. Un des rôles. Ouais, Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, c'est comme une grande pyramide, là, ça, la culture. Je sais pas c'est quoi le lien, mais dans le fond, le rôle que je voulais parler, c'était le rôle identitaire de la culture. C'est d'ailleurs dans cette définition, une des définitions, mais c'est l'identité aussi. La culture, c'est l'identité. Ça vient vraiment ensemble. Je trouve que ça fait vraiment du sens ici aussi, puis pour l'importance de la culture aussi. Le Québec est tellement un territoire qui est vaste. Donc, qui a été occupé par différentes familles, différents groupes de personnes aussi. Il y a des endroits où les anglophones étaient un petit peu plus présents, d'autres endroits qu'il y avait d'autres communautés, des familles différentes, des Irlandais. Bon, il y en a eu tellement, puis il y a des endroits différents dans un grand Québec que chacune des régions s'est développée aussi une identité propre à elle. Entre autres, quand on parle de culture aussi, c'est une façon de vivre aussi. C'est leur manière de vivre. Mettons en Gaspésie, c'est plus de la pêche. Ici aussi, on a de la pêche, on a de l'agriculture beaucoup. Bon. Et la culture, pour moi, va témoigner, dans un Québec comme le nôtre, va témoigner de la diversité de notre et de la richesse de notre région, donc de notre province, donc du Québec. C'est ça. Puis moi, je trouve que c'est vraiment important, la culture en tant qu'art, la culture artistique, c'est important qu'elle soit vraiment initiée par des créateurs locaux pour témoigner. Donc, la culture va faire rayonner un petit peu, la culture artistique va faire rayonner un peu la façon de vivre ou juste les influences des gens d'ici qui vont être complètement différentes que les influences ou les façons de vivre des gens au Saguenay, en Abitibi, en Gaspésie. Donc, c'est le rayonnement de notre façon de... Tu sais, moi, c'est entre autres une des facettes que je vois vraiment pour l'identité du Bas-Saint-Laurent. Puis si on manque de culture au Bas-Saint-Laurent, ou s'il manque de culture dans une région donnée, c'est difficile de la redynamiser après, selon moi. T'sais. Mais là, cependant, tu ouvres une porte qui est quand même assez importante. Mm-hmm. À quel moment on devient un créateur local? Mm-hmm. Supposons que je suis un artiste, un auteur, que je décide de m'installer à Rivière-du-Loup ou dans le Kamouraska ou à Trois-Pistoles, peu importe. Ouais. À quel moment est-ce que ce que je crée est de l'art local? Parce que la manière dont tu le présentes, c'est vraiment une combinaison d'héritage, une combinaison vraiment d'influence de la communauté, etc. Si je suis un auteur reclus dans mon chalet, les portes sont fermées, mais que j'écris un best-seller international, sans pour autant être imprégné de cette saveur locale-là, est-ce que c'est de la création locale? Bien, je prendrais l'exemple de la musique. Okay? Tu sais, si je suis, moi, installé sur la rue La Fontaine, ici, à Rivière-du-Loup, puis que j'écris, parce que souvent, on écrit sur ce qu'on connaît aussi, puis sur nos états d'âme, etc. Si j'écris que je me promène sur la rue Sainte-Catherine et que je croise un sans-abri, puis c'est sûr que je n'aide pas l'identité de ma région. Par contre, si j'écris des choses que je vois ici, que ce soit... des paysages, disons des chansons du territoire. Sur le terroir, finalement. non, mais si j'écris sur ce que je vois ici puis ce que je vis ici, ben là, par exemple, on va avoir un rayonnement. Puis, c'est ça. Puis, même chose, quand on voit des gens qui font des films sur les régions, mettons des gens de Montréal qui viennent faire des films en région, mais c'est souvent un urbain qui arrive en région, puis là, tout le monde crache dans des seaux, genre. Je
c'est pas, tu sais, c'est vraiment des visions des fois arriérées. Tandis que si on fait du cinéma ici, en région... Là, c'est l'urbain qui crache dans un seau, là. Mais non, mais on peut voir que, oui, en région, crime, on n'est pas juste justement des gens qui chiquent du tabac. Genre, tu sais, on est des gens qui ont des réflexions, qui ont des vies sociales, qui ont une vie culturelle. Si on parle de notre milieu, ben, ça peut être vraiment très bien. En tout cas, c'est un des rôles, puis c'est sûr que c'est pas tous les créateurs qui vont faire ça, mais je pense que c'est une des utilités de la culture, selon moi, qui est très, très importante. C'est super intéressant ce que tu apportes, Benoît, parce que, entre autres, les enveloppes ministérielles du Conseil des arts et des lettres du Québec, qui sont régionales, supportent la création en lien avec le paysage. Comme par exemple, dans les dernières offres, on demandait aux artistes de produire, de proposer des projets sur la valorisation de la forêt. Donc, en soutenant la création, le Conseil des arts et des lettres du Québec, dans les enveloppes pour le Bas-Saint-Laurent, permet aux artistes justement de mettre cette culture-là locale à l'avant-plan, puis de lui donner une visibilité supplémentaire qu'on n'aurait peut-être pas dans un autre contexte. Mais est-ce que c'est pas tordre réellement de l'approche au niveau de la création? Je veux dire, la forêt, c'est-tu vraiment le Bas-Saint-Laurent? Mais comme créateur, c'est contraignant aussi, là, tu sais... c'est dur de dire est où la zone d'un créateur de jusqu'où ça m'a inspiré d'être ici, là, tu sais, je veux dire, je pense qu'un créateur, c'est comme une grosse éponge intérieure aussi, tu sais, on ressent plein de choses, il y a plein, tu sais, il y a des affaires qui sortent des fois, tu sais pas d'où ça sort, mais tu sais, ça fait peut-être 2-3 ans que tu es en train de mijoter ça puis d'accumuler ça, tu sais, puis c'est peut-être le Bas-Saint-Laurent qui t'a inspiré, c'est peut-être d'autres choses. Tu sais, elle est dure, cette zone-là, à fixer pour un créateur. Puis dans des demandes de subventions comme ça, bien, t'es chanceux si la demande, bien, ça te stimule. Tu sais, on le sent, là, des fois, ah oui, c'est stimulant, j'ai des affaires à dire. Puis d'autres fois, tu fais comme, fuck, je vais faire quoi, tu sais. Ouais, la contrainte peut être créative, parfois. La contrainte de la forêt peut l'être, mais c'est ça, c'est le grand questionnement sur créer sur commande ou pas sur commande. Mais créer sur commande pour 15 minutes, une petite affaire ou une pièce de théâtre pour une école, c'est pas la même affaire que de recevoir une subvention de 15 000 $ pour investir dans un spectacle, admettons, que t'espères qu'il va tourner tu sais, qui va s'exporter de ta région, puis que là, tu y imposes cette contrainte-là qui vient pas de toi, finalement, tu sais, fait que comme... Mais le milieu scolaire va aussi t'imposer des contraintes. Ben aussi. oui. Je pense que l'artiste doit une des compétences de l'artiste, c'est de s'adapter. Puis, mais je pense que aussi, il faut se questionner comme créateur, est-ce qu'on s'ouvre à ça, à la création sur demande, ou on veut vraiment être libre, puis y aller à notre façon? Puis, ben, des fois, c'est la contrainte de financement qui nous influence dans nos prises de décision. La contrainte de financement, excuse-moi, mais aussi dans le rôle de la culture, ça a un rôle économique. C'est plate, mais ça a un rôle économique. Et pour que ça ait un rôle économique, il faut que ça réponde à un public. Puis des fois, le public, il ne s'intéresse pas nécessairement aux mêmes choses que Benoît, que ça fait 15 ans qu'il écoute de la musique puis qui est inspiré par un artiste qui est super weirdo, mais lui, il est capable de passer par-dessus ça parce que... Mais tu sais, je veux dire, il y a des affaires plus avant-gardistes qui sont difficiles à présenter en région parce que c'est pas un public qui baigne nécessairement tout le temps là-dedans ou qui sont pas des... tu sais, il y a une différence entre... Une curiosité, ouais, c'est peut-être, ça, tu sais... Il y a un public plus général, puis c'est pas un public plus niaiseux, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a un public qui consomme de la culture par loisir. Et il y a un public qui consomme de la culture par intérêt plus spécifique sur une discipline artistique, par exemple. Mais là, où est-ce qu'on se situe, cependant? Parce que Benoît, d'entrée de jeu, t'a dit que la culture avait un rôle presque patrimonial, avait un rôle presque très identitaire. Disons identitaire plutôt que patrimonial, même si l'un puise dans l'autre. Mais de l'autre côté, on a cette culture-là qui est produite presque pas de manière industrielle, mais de manière institutionnalisée. Alors, où est-ce qu'on retrouve réellement le rôle de la culture? Est-ce que c'est à mi-chemin entre les deux? Ou est-ce qu'on
parle réellement d'une vraie culture quand on sait qu'elle a ce mandat-là d'être identitaire, puis en plus qu'elle a ce mandat-là de répondre à une liste de critères. Ça rime, fait que c'est vrai. Je pense que c'est un peu tout ça. Là. Ben, c'est ça. Je fais un petit exemple avec un appel de projet qui est en ce moment pas Rivière-du-Loup, à Rimouski, qui est de faire des films, un appel de court-métrage, de projet, pour faire des films en relation avec les sciences de la mer, OK, avec les SMER. Bon, moi, en tant que créateur, je vais me creuser la tête pour développer une histoire qui a rapport à ça, mais c'est sûr que l'histoire que je vais développer, c'est comme, il va falloir qu'elle m'intéresse aussi, il va falloir qu'elle me parle aussi. Donc, il va falloir que j'y inclue des choses de ma vision personnelle, de ma démarche artistique pour aller rejoindre un peu la contrainte. Donc, moi, selon moi, ça reste de la création. Puis ça, oui. Tu sais, puis ça reste de la création aussi authentique. Parce que, c'est la même chose quand on fait de la vidéo corporative. Ce qu'on va essayer de faire, parce que je fais de la vidéo, c'est mon monde, là, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre ce que nous, on aime, de nos idées qu'on a, on va prendre l'idée du client, puis on va essayer de se rencontrer au milieu pour faire quelque chose qu'on aime, qui va plaire au client, donc que tout le monde va être content, mais ce ne sera pas nécessairement seulement ce que le client demande, seulement ce que le créateur demande, ça va être quelque part entre les deux. Mais il faut que ça te parle, tu sais. Il faut toujours que ça te C'est parle. là qu'il y a un climax qui t'attend. C'est quand tu peux répondre aux besoins et que toi, tu y trouves ton compte. Mais ça, c'est inspirant aussi, là, parce que tu pourrais ne jamais t'intéresser, admettons, aux sciences de la mer. Et là, tu vas prendre le temps, tu te dis, ben j'ai une curiosité. Juste une curiosité, ça peut être suffisant. Puis ben là, tu rencontres des gens, tu te mets à en parler, tu te mets à lire des trucs là-dessus. Tu te mets à... faut se laisser inspirer aussi, tu sais. Donc, je pense que c'est une question d'équilibre entre le créateur qu'on est et le besoin auquel il faut répondre. Puis ça, c'est partout dans la vie, là, que tu aies un titre professionnel, tu es quand même un humain qui agit dans ce titre professionnel-là. Faut pas que tu deviennes quelqu'un d'autre parce que tu agis dans certaines fonctions. Donc, si tu veux faire de ta profession de l'art, ça fait partie de la game. Faut que tu saches rentrer dans les critères aussi, puis faire le mi-chemin entre le créateur que tu es et la demande. Ouais. Mais ça, ce que ça veut dire cependant que si on sort de la sphère professionnelle, il y a moins de crédibilité par rapport à la production artistique régionale? Si c'est fait format hobby, supposons, est-ce que... Format quoi? Hobby, passe-temps. Est-ce qu'il faut absolument être professionnel pour contribuer à cet engin identitaire-là? Il faut que tu aies une réflexion, ça c'est sûr. Il faut que tu peux avoir un hobby puis sortir avec puis avoir beaucoup de succès, là. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une réflexion. Une démarche artistique, une réflexion. Puis, ça c'est sûr. Bien, oui puis non. Tu sais, je pense qu'il y a des artistes qui sont très instinctifs aussi, tu sais, qui n'ont pas... que leur démarche, tu sais, il y a bien des artistes qui ne sont pas capables d'expliquer pourquoi ils ont fait tout ça aussi, là, tu sais. Il n'y a pas une façon de créer, tu sais. Ouais, je pense, là, mais on décide pas c'est quel art qui va s'exporter. Tu sais, c'est un peu les gens qui décident. C'est les gens qui vont s'intéresser à... Tu sais, il y a quelqu'un qui se dit, moi, je vais juste jouer de la guitare dans la rue. Puis s'il y a 20 personnes par jour qui arrêtent pour dire à personne, c'est écœurant ce que tu fais, ou que la personne, elle voit qu'il y a du monde qui braille quand il joue, ou peut-être que la personne, elle va se dire, bien, c'est peut-être pas un hobby, tu sais, peut-être que j'ai envie qu'il y ait plus de gens qui m'écoutent ou qu'il y ait plus de... Fait que... Ben, je veux juste, très court, à la limite, tout travail devrait être un hobby. Là. En tout cas, selon moi, là, si tu travailles, il faut que ce soit ton hobby, là, sinon tu vas trouver le temps long en tabarouette. Là, bon. Comment de la comptabilité peut être un hobby? La même chose. Ça peut, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de comptables agréés qui... qui trippent. Oui, et autant qui trippent peut-être moins. Je dis ça comme ça. Mais c'est un stéréotype. Ben oui, mais on peut toujours compter sur eux, mais ça, c'est facile. Cependant,
Cependant, si on revient à la notion identitaire, toi, Marie-Amélie, tu as la chance maintenant d'avoir une écurie d'artistes régionaux. Une écurie. Ça piaffe, oui, dans les brancards. Mais là, est-ce qu'ils ont un dénominateur commun? Quand tu regardes ce qu'ils produisent ou quand tu regardes leur manière d'agir ou le type d'artistes qu'ils sont, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont des ambassadeurs du Bas-Saint-Laurent ou est-ce que, grosso modo, tu pourrais avoir des artistes aussi de choisir Appalaches puis ce serait à peu près la même chose? Est-ce que tu retrouves la même chose que Benoît? Moi, mon objectif, quand j'ai créé l'agence, c'était vraiment de soutenir la création locale, mais pas toute la création locale. J'avais quand même une mission, une direction artistique dans mes choix. J'avais le goût d'aller vers des gens qui ont une démarche très théâtralisée. Étant donné que je viens du milieu du théâtre, on prend par exemple le personnage de Courage qui fait de la musique, bien c'est un personnage, il y a une approche, il y a une âme, une histoire en arrière de ce gars-là. Moi, ça m'interpelle. Alexandre aussi, c'est quelqu'un qui vient du milieu du théâtre, dans le slam, il y a il y a une portion très théâtrale aussi dans ses textes. Le Cambronne, Marie-Lie Bilodeau, même chose. Donc, c'est vraiment... et c'est aussi des jeunes qui ont... des jeunes, qu'est-ce que je dis là? Des artistes, des artistes qui ont une démarche réflexive aussi de faire les choses autrement. De faire réfléchir les gens aussi. Parce que pour moi, la culture, son rôle, ce n'est pas de divertir. La culture, c'est un miroir de la condition humaine. La culture, pour moi, c'est une façon de se remettre en question, de voir autrement, d'ouvrir ses œillères. Et tous les artistes qui vont venir à l'agence MAD, c'est des artistes qui contribuent à cette vision-là que j'ai. Considérant cette vision-là, parce que tu viens de rajouter plusieurs rôles finalement à la culture. D'un seul coup, c'est un miroir, il y a un message, il y a une démarche. Est-ce qu'on peut réconcilier, parlons d'idéal comme ça, avec une approche plus institutionnelle qu'on retrouve auprès du gouvernement, ou du moins le côté plus folklorique de « faut être capable de vendre ». Tu sais, je pense, puis c'est un exemple simple que je mentionnais un peu plus tôt, quand on parle de la Sagouine, entre autres, qui a 35 ans, 82 ans depuis les 35 dernières années, ça pogne, ça pogne, ça pogne. Il y a un village de la Sagouine, entre autres, mais on finit par investir énormément d'énergie, on finit par mettre toujours de l'avant les mêmes identités, les mêmes icônes, parce qu'on a peur de ne pas performer financièrement parlant. Donc, on laisse moins la place à des artistes émergents. Est-ce que c'est possible de trouver le juste milieu entre l'idéal puis les impératifs au niveau de la performance? Bien, moi, je pense qu'en créant des événements à mission historique, patrimoniale, il y a une façon de peut-être ajouter un volet création ou artiste émergent pour permettre une visibilité supplémentaire à ces artistes-là. Il y a une contamination aussi entre les deux milieux qui est possible, à mon avis. C'est une façon de faire à laquelle qui me vient tout de suite. Mais je pense que il faut pas voir la diffusion de la culture nécessairement comme un créateur de richesse, à mon avis. C'est pas comme ça que j'envisage. De toutes les richesses, là, pas juste financières, mais non, je parle des patrimoniales. Je parle de la richesse financière. Moi, mon objectif, c'est pas de générer un profit avec la diffusion culturelle, mais c'est de permettre à des artistes de prendre la parole. Oui, il va y avoir un cachet qui va payer cette personne-là, mais jamais l'artiste va être payé à la hauteur du travail qu'il va avoir investi. Malheureusement, c'est une problématique du milieu des artistes. Mais il faudrait que ça change. Mais parce que, oui, OK, si on regarde en termes de rentabilité, admettons, d'un événement, c'est sûr que c'est plus difficile, mais en termes de rentabilité, sur le long terme... Oui, mais c'est dur à compter en tabarouette, ça. C'est ça le problème de la culture, c'est que tu peux pas compter ça. Non, il n'y a pas d'unité de mesure. Culture, deux cultures, trois cultures. C'est ça. Par contre, admettons, si une entreprise privée, okay? Je parle d'entreprise privée parce qu'on parle de financement public, on n'a pas parlé vraiment de financement privé, puis je pense que ça pourrait être vraiment un bel avenue. Si une entreprise privée qui investit en culture, puis se dit, mais je veux qu'il y ait des événements chez nous, mais pour lui, ça peut être un très... bon moyen d'attirer des gens dans sa compagnie, des gens compétents. Donc, de vendre ces événements-là aux gens qui viennent. Mais là, c'est rendre, c'est répondre aux besoins d'enrichir. Oui, mais en fait,
Mais non, Mais en je fait, pense ce que ça pas, non, fait, ça soutient. Ce que ça fait, ça, c'est que oui, il y a plus d'événements, mais il y a plus de gens, il y a plus de commerce qui se développe, il y a des, tu sais, c'est global comme, tu sais, comme richesse qui se développe. C'est une concertation multi-représentative d'un milieu. Moi, je pense que c'est ça la force d'avoir. Puis le partenariat art-affaires, à mon avis, c'est l'avenir aussi à envisager que la culture aussi pénètre dans le commun des mortels. C'est pour l'éducation. C'est pour l'éducation, mais aussi, tu sais, souvent, on voit que les entreprises privées investissent beaucoup en sport, tu sais, parce que, bon, il y a des bienfaits pour les enfants, puis en culture aussi. Mais, tu sais, je serais curieux de voir si l'investissement était le même en culture, si, tu sais, sur des artistes émergents, des choses comme ça. Si, tu sais, mettons, on investit dans le hockey, combien de jeunes vont percer dans la Ligue nationale de hockey et vont représenter la région parce qu'ils sont dans la Ligue nationale de hockey? Si on met le même investissement en culture, bien, combien de gens vont sortir, vont faire des tours, vont faire, tu sais, nationalement, tu sais, faudrait... en tout cas, moi, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de faire un test. Ah, oui, c'est ça, dans les prochaines prochaines années. années. Un projet pilote. Ben, en fait, c'est peut-être ce qu'on devrait faire, mais dans le cadre d'autres choses que l'émission, malheureusement, parce que quand on parle de culture, comme pour n'importe quoi d'autre, c'est toujours des indicateurs de performance, qualitatifs, quantitatifs. À un moment donné, il faut trouver le juste milieu, mais aussi savoir comment mesurer. Ce sera pour une autre émission. Malheureusement, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour parler de culture pour cet épisode de La Meute. Et dans un instant, ce sera la première chronique communautaire avec Mireille Lisotte de Moisson-Kamouraska. Cet épisode de La Meute vous est présenté par GLMC, une équipe qui fait la différence dans votre vie. Le Café L'Innocent, le plus bio, le plus local, toujours plus pour notre région. Et on termine cet épisode de La Meute avec quelque chose d'un peu différent. Normalement, c'est un segment qui est dédié à la culture, mais comme on vient de parler de culture en toute émission, aujourd'hui, on aura une chronique communautaire. Si vous écoutez La Meute sur le web, vous aurez remarqué qu'il y a plusieurs généreuses compagnies qui ont décidé d'acheter de la publicité. Il y a une portion de ces revenus publicitaires-là qui sont allés à de l'argent qu'on remet à deux organismes, le CIP, le Carrefour d'initiative populaire de Rivière-du-Loup, et aussi Moisson-Kamouraska, qui recevront chacune 250 $ pour les aider avec le Blitz des fêtes, pour parler de ce que ça représente comme défi de gérer les fêtes quand on est un organisme communautaire, d'autant plus celui qui s'occupe des personnes dans le besoin. On a Mireille Lisotte de Moisson-Kamouraska. Bonjour. Bonjour, merci de la tribune. Ben oui. Alors, dis-nous donc, pour ceux qui ne le savent pas, comment est-ce qu'on se prépare au temps des fêtes quand on tente de desservir autant de personnes qui sont dans le besoin? En fait, nous, comment on se prépare durant le temps des fêtes, c'est au long de l'année. Parce qu'on sait que la fin, ça n'a pas de but, ça n'a pas de moment précis où ça l'arrête ou ça commence. C'est au long de l'année. Puis comment qu'on fait, c'est beaucoup de sollicitations d'entreprises, de donateurs généreux. Et on a reçu notre bilan fin dernièrement. On a 402 demandes de plus mensuellement. Donc, ça fait du monde qui a encore plus besoin. Puis c'est des gens qui vont aller solliciter des paniers de Noël, qui vont aller solliciter des comités de bénévoles des régions, dans les communautés. Puis ces gens-là sont comme... ils ont atteint leur limite. Il n'y a plus rien. Nous, dernièrement, on disait, bien, on a faim parce qu'on n'est plus en mesure de soutenir cette mission-là parce que nous, on vient bonifier les paniers de Noël au Kamouraska, environ 270 paniers de Noël qu'on vient aider. Mais est-ce qu'on a ramassé au début de l'année? Bien, on essaie de regarder les beaux cadeaux, les belles surprises pour les paniers de Noël. Ça peut se concrétiser comme des jeux, des produits pour le corps, santé, beauté, de la nourriture, du porc, du poisson, etc. C'est des choses qu'on met de côté, qu'on va solliciter tout au long de l'année. Là, quand tu dis 402 demandes supplémentaires, est-ce qu'on parle de famille ou d'individus? Individuel. OK. Ouais. Mais il faut quand même comprendre que c'est pas nouveau, cette augmentation de la demande-là. Hein? Les plus récents rapports disent que, je crois, au cours des 6 ou 7 dernières années, vous vivez toujours une croissance au niveau de la demande. Comment est-ce qu'on réussit à gérer ça? Savoir que dès en 2016, il y aura plus de personnes qui vont faire appel à vous, puis en 2017, puis en 2018. En fait, il faut bien se préparer dans le sens qu'il faut vraiment essayer de trouver des façons alternatives au dépannage alimentaire, soit par les cuisines collectives, soit par des projets interrégionaux, comme nous, on a un projet qui s'appelle la boîte fraîcheur. Donc, c'est de trouver une façon d'aller aider ces gens-là, non pas tout le temps aller chercher un dépannage alimentaire, mais de trouver une façon alternative, de dire, ben moi,
par période, c'est juste une fois par mois j'ai besoin ou une fois aux 3 mois j'ai besoin. Donc, avec une cuisine collective, des fois, ça peut dépanner. Et avec l'achat de fruits et légumes, parce qu'on sait que les fruits et légumes, c'est quelque chose qui se retrouve presque jamais dans une les épiceries des gens qui vivent des précarités, c'est trop dispendieux. Donc, on a un projet qui vient les aider. Mais c'est vraiment, il faut étaler ça par mois, il faut trouver des solutions. C'est ça, les cuisines collectives, on va aller chercher des généreux donateurs comme du Breton, bon, pas le nommer, qui vont nous donner du porc pour que les gens puissent cuisiner. On a les chasseurs généreux qui vont nous donner aussi de l'orignal. L'année passée, on a eu 10 orignaux. Quand même, ça fait de la viande, ça fait beaucoup de bébites à la porte. C'est difficile à mettre dans un seul frigidaire, j'imagine. On a beaucoup de congélateurs, mais le problème, c'est qu'il faut le transformer. Il faut les transformer, hein, puis c'est ça, il y a un prix relié à ça. Puis, ben il faut le donner, puis il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein? Il y a des gens qui adorent ça, donc il faut le donner, puis c'est souvent cuisiné dans les cuisines collectives. Et là, il y a probablement quelque chose qu'il faut démystifier un tout petit peu. Si je suis à la maison et que j'ai envie de faire un effort, de vous donner un coup de main, que ce soit la CIP de Rivière-du-Loup, que ce soit à Moisson-Kamouraska, dépendamment où je suis géographiquement parlant, de donner des aliments non périssables. Parfois, ça peut être un couteau à double tranchant, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Bien, parce que des fois, il y a des choses qui sont... On va penser que c'est que les gens vont les aimer, vont les cuisiner, puis des fois, c'est des choses qu'ils ne mangeront pas du tout. Donc, ou qui vont dire, ben moi, j'en prends pas parce que j'ai des allergies, je peux pas manger ce produit-là. On parle des arachides, on parle bon, peu importe, de gluten ou autre, les gens ne le mangeront pas, sont diabétiques. Donc, on essaie d'y aller avec des aliments qu'on peut retrouver dans n'importe quel ménage à la maison, dans un garde-manger. Mais aussi, c'est important de savoir que vous pouvez donner aussi des dons qui vont si on prend la guignolée, des dons en argent. Les comités comme la Saint-Vincent-de-Paul vont aller chercher des certificats cadeaux pour que les gens venir bonifier le panier de Noël, pour que les gens aillent chercher vraiment ce qu'ils ont besoin. Parce que souvent, j'ai bien beau avoir 15 cannes de thon dans mon panier de Noël, si j'en mange pas, bon, ben on fera des galettes, on fera n'importe quoi. Mais c'est ça, on fera dur, c'est ça. Et là, pour ceux qui ont envie, finalement, de donner un coup de main, parfois de l'argent va être plus efficace parce que vous connaissez bien le domaine, n'est-ce pas? Vous êtes équipé pour bien analyser vos besoins. Oui, l'argent, dans le fond, c'est pas juste l'argent. Ça peut être du temps bénévole, ça peut être de l'argent, peu importe la donation, on les prend tous et toutes, parce qu'on sait que peu importe comment ça va être donné, à qui ça va être donné, on sait quelle personne cibler. Hein? On parlait de gens qui disent, ben moi j'ai des jeux, j'ai déjà donné, mes enfants ils n'ont jamais joué avec, est-ce que tu les prends? Oui, on va venir bonifier des paniers de Noël. Il y a des enfants que malheureusement à Noël, là, ils n'auront pas rien. Les paniers de Noël permettent de mettre un baume sur la pauvreté un certain temps. Puis par la suite, quand les fêtes sont finies, bien là, on commence à avoir plus de baume sur notre bobo. Là. La pauvreté revient, mais il faut qu'on s'enlève de la tête que la pauvreté, c'est juste dans le temps des fêtes, c'est tout au long de l'année. Mireille Lisotte de Moisson-Kamouraska, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et pour tous ceux qui ont envie de donner un coup de main, bien n'hésitez pas à les retrouver entre autres sur Facebook, sur leur site web et qui seront en période de cueillette non seulement pendant le temps des fêtes, mais pendant tout le reste de l'année. C'est déjà tout pour cet épisode de La Meute. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres discussions, cette fois-ci un peu plus humoristiques où on parlera de Noël. Doit-on être pour ou contre?